Bonjour à tous, je suis ingénieur indépendant en logiciel embarqué et électronique et on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour trouver des clients? Eh bien moi, j'ai une excellente méthode pour ne pas en trouver. Et je vais vous la présenter tout de suite, c'est simple, il suffit de faire des vidéos qui parlent de féminisme et qui expliquent en quoi est-ce que Elie Lamar, qui est une des figures féministes les plus fortes dans les technologies et l'informatique, en fait, n'a jamais créé ou travaillé sur le Wi-Fi ou fait quoi que ce soit qui ait vraiment de rapport avec le Wi-Fi et pourquoi est-ce qu'en fait, il y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Et voilà. Donc, j'aurais pu m'arrêter là en disant, ben non, mais voilà, il n'y a pas de lien. Mais je vais essayer de vous expliquer ça plus en détail et essayer de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde qui parle de lien, de causalité entre Eddie Lama et le Wi-Fi, pourquoi est-ce que c'est du grand n'importe quoi et que c'est une profonde méconnaissance des technologies. Voilà, donc ça sera un peu technique, mais j'espère que ce sera intéressant. Donc, quand on regarde un peu de manière générale, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait sur Eddie Lamar, bah, globalement, il y a deux trucs, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une fille, à la fois, elle est belle, et à la fois, ah, elle a créé le Wi-Fi. Mais qui a inventé le Wi-Fi? Est-ce que c'est elle? Eh ben, c'est la question que se pose l'édition du soir, et après avoir écrit ce titre un peu putaclic quand même, dit, bah oui, non, mais en fait, elle a fait des technos qui pourraient aider et qui seraient à l'origine du Wi-Fi. Pas tout à fait c'est pas si faux que ça dans le fond, mais vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pas si faux. Mais en fait, c'est un peu n'importe quoi et c'est complètement incompris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'université Paris-Cité qui, lui, dit pop pop pom, Eddie Lamar, une star de l'invention, parce qu'en plus elle était star du cinéma, donc waouh, les stars d'Hollywood, tout ça. Papa Pam est à l'origine de l'un des principes fondateurs du Wi-Fi. Alors effectivement, non. Non. Et on va voir pourquoi. Alors ensuite, on a Géo qui dit, entre autres, j'ai viré le reste du texte, en 2024, hein, donc là encore, il faut faire attention à la date, l'étalement du spectre par saut de fréquence, l'invention, en l'occurrence, ce de quoi tout le monde parle, est aujourd'hui présent dans nos téléphones portables, c'est vrai, le Bluetooth, c'est vrai, le GPS, je crois que c'est vrai, et bien sûr la technologie Wi-Fi. Non, 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 non. Désolé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça m'intéresse. Alors là, pour le coup, il faut bien se dire qu'aussi, c'est un sujet qui, en parlant de féminisme, est extrêmement putaclicable. Ça veut dire que on a très très envie d'en faire tout un truc, alors que c'est vieux. Il y a rien de nouveau sur cette affaire, à part le fait que tout le monde se plante. Mais il n'y a rien, voilà, il y a rien de nouveau. Mais voilà, c'est quand même quand un journaliste ou plutôt un pseudo-journaliste voit passer le truc, elle se dit, waouh, trop bien, une femme qui a fait de la science, waouh, oh là là, oui, bah, elle a fait du Wi-Fi, oh, du GPS, allez, des codes barres, allez. Voilà, donc ça c'est le niveau journalisme et c'est vraiment dommage parce que j'ai rien contre le fait qu'on parle des femmes dans la science. Et au contraire, je suis hyper pour le fait de donner des exemples et des exemples féminins pour rappeler à tous et à toutes, mais aussi à tous, que tout le monde peut faire du code, tout le monde peut faire de l'électronique, tout le monde peut avoir un métier qui lui plaît et qui lui plaît autant qu'à moi. Euh, et ça, il faut le rappeler aux femmes, parce que c'est aux femmes que c'est les femmes qui souvent n'osent pas, ou je sais pas, je vais pas parler pour elles. Mais il faut aussi le rappeler aux mecs, parce que simplement, ben, on a aussi pas mal de blagues assez lourdes, on a pas mal de comportements assez discriminatoires. Et ça, ce serait aussi bien qu'on arrête un petit peu. Donc voilà. Et là, le truc, c'est que ben, on retrouve très souvent, je vois ça souvent sous LinkedIn, en fait, des gens qui cite Eddie Lamar comme waouh, la super fondatrice du Wi-Fi, l'inventrice incroyable, elle a créé le Wi-Fi. Et non, c'est faux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous avez le droit de vous planter aussi. Mais si vous pouvez ne pas vous planter, c'est mieux. Et, et voilà, et on va essayer de voir ça ensemble. Donc, je ne vais pas en dire trop dès le départ, mais voilà. Voilà. Donc, Eddie Lamar, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé le Frequency Hopping Spread Spectrum.
Qu'est-ce que c'est? Ben, on va voir ça ensuite. Je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple, même si on va rentrer dans des détails un peu techniques. J'ai toujours essayé d'avancer par pas, par petits pas et essayer de vous donner un aperçu des choses. Je vais pas être dans le je vais pas être dans je vais essayer de pas être trop dans le détail. La vidéo va quand même durer 1 heure, un truc du genre. Mais voilà, ça voilà, j'ai pas envie de perdre les gens et surtout que la majorité des gens qui font l'erreur ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière et donc n'ont pas forcément un bagage technologique extrêmement important, notamment les journalistes qui font du faux journalisme. Euh, voilà. Donc, non, alors qu'est-ce qui se passe ici? En fait, est-ce qu'elle a fait créer le Wi-Fi? Donc, je vous ai dit, bah non, surtout pas, arrêtez de dire ça. Et pour ça, on va parler des ondes radio. Les ondes radio, c'est extrêmement compliqué. euh, et j'ai pas envie de me casser la tête à essayer de vous expliquer ça, et ça n'a pas ça a pas d'intérêt. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est que quand on bouge des trucs, eh ben, il y a des électrons qui bougent, et dès qu'il y a des électrons qui bougent, il y a des charges qui bougent, et là-dessus, ça crée des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les percevoir, c'est un peu magique. Si la magie existe, je peux considérer que l'électromagnétisme, c'est de la magie. Même s'il y a des lois derrière qui sont très bien construites, et qui décrivent très bien les phénomènes électromagnétiques. Mais voilà, il y a un côté un peu magique derrière, et acceptez-le en tant que tel, c'est mon conseil. Euh, L'électromagnétisme, l'idée c'est qu'on a des ondes. On a des ondes qui vont monter, descendre. Et donc là, on a un diagramme temporel. Le diagramme temporel, il se lit de gauche à droite. Et vous voyez, on a l'onde qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, un peu comme une vague. Et donc à un instant donné, bah, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Et ça va se propager. Donc de point par point, l'onde va avancer. C'est un truc qui est super cool parce que ça permet de faire de la communication et de la radiocommunication spécifiquement. Alors, il y a différentes manières de moduler. Là, je montrais la modulation en amplitude. On a notre onde, on sait la créer et on sait la lire. Mais jusqu'à présent, on peut dire est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là. Mais en fait, on peut faire des choses assez intéressantes avec, et notamment de la modulation en amplitude. L'amplitude, c'est donc la modulation, il faut imaginer que c'est un peu de la pâte à modeler. Vous modifiez pour en faire en sorte que, et l'amplitude, eh ben, vous allez modifier la taille de l'amplitude, c'est-à-dire la taille de votre signal, de votre onde. Votre signal, c'est pareil dans le cas précis, dans le cas ici. Donc, on a notre onde, et ben, des fois elle est plus grande, des fois elle est plus petite. Et donc là-dessus, ben, on peut imaginer plusieurs choses, mais on peut par exemple imaginer y mettre des valeurs, en disant ben, plus c'est grand, plus ça a une valeur élevée, plus c'est petit, plus ça a une valeur faible. De manière assez simple en électronique, en fait, on peut relier ça à un transistor, et derrière, on peut faire jouer un son, une musique, parce qu'une musique, c'est une suite de nombres en fait, c'est un signal qui va monter, descendre. Et donc là-dessus, bravo, on vient de réinventer la radio AM, Amplitude Modulation. La FM, c'est quand même beaucoup plus sympa, on verra pourquoi. Mais voilà, on a déjà un début de choses. Euh, Eddie Lamar va travailler sur cette base-là et va créer quelque chose de spécifique. Alors, on peut envoyer des ondes, on peut envoyer des signaux comme ça, on peut aussi envoyer des ordres. Et donc là, par exemple, on peut dire, bah voilà, quand c'est à peu près au milieu, une taille normale, ça dit, bah tu vas tout droit. Si c'est plus petit, ça va à gauche. Si c'est très grand, on dit ça va à droite. Euh, on viendra dans le contexte ensuite, mais c'est quelque chose qui va être utile pour la suite en fait. On va pouvoir on va pouvoir faire en fait du radio-contrôle avec ça. Les radiofréquences, je vous ai dit, c'est difficile à comprendre, mais une manière de voir en 2D ce qui se passe en 3D, c'est de regarder la surface de l'eau. La surface de l'eau, en fait, il y a des ondes dessus, il y a des vagues, des vaguelettes. Et les ondes radio, ben, c'est un peu comme ça, mais en 3D dans tous les sens. Mais c'est un peu la surface de l'eau en 3D dans tous les sens. Euh, Ça, il faut imaginer que ça, c'est la, la radio, pardon, c'est le champ électromagnétique, donc c'est l'état des ondes, en fait, quand
quand on était il y a 70 ans, à l'époque de l'invention, dans les années 50, dans les années 1950, euh, il y avait pas beaucoup d'ondes radio. Et de manière spécifique, là où on va travailler, c'est dans l'eau. Eddie Lamar a créé un brevet qui est spécifiquement pour les transmissions radio. Et même si elle explique bien que ça peut être utilisé dans plein de contextes différents, le contexte d'origine, c'est de pouvoir faire une communication entre un bateau et sa torpille. Voilà. Donc on va faire un peu de militaire. Ne faites pas ce que je dis surtout. Mais voilà, on va pas voir comment faire une torpille, on va voir le brevet, on va essayer de comprendre le brevet qui permet d'améliorer la communication avec une torpille. Voilà. Je ne vais pas me faire démonétiser parce que j'ai pas assez de vues, mais c'est pas grave, c'est des sujets qui sont intéressants quand même. Alors, oui, donc ça, c'était à l'époque où c'est notamment au niveau de l'eau. Alors, il faut savoir aussi que l'eau, il y a il y a des molécules sont relativement chargées, donc dès que ça bouge, dès que machin, il y a quand même des ondes, il y a quand même des choses qui se passent, hein, donc c'est pas tout plat. Naturellement, il y a des ondes électromagnétiques un peu partout, mais il y en a assez peu. Aujourd'hui, en ville, ça ressemble plus à ça. Il y a des grosses ondes régulières d'un peu de partout, qui viennent d'un peu partout, on ne sait pas trop. Et voilà. Et il y a aussi des choses, des phénomènes plus naturels électromagnétiques. Mais voilà, en fait, on est un peu entouré d'ondes électromagnétiques dans tous les sens. Pas à des fortes doses, donc ça va, ça passe. Mais à l'époque, on était comme ça. Et donc, on peut se poser la question derrière de qu'est-ce qui se passe quand on envoie une onde. Et à l'époque d'Eddie Lamar, c'était déjà possible. Donc, on a notre onde qui ressemble à ça. Et quand on va envoyer une onde, en fait, on va envoyer une fréquence. Vous voyez là, ça monte, ça descend à une certaine vitesse. Cette vitesse de montée et descente, de faire ce motif régulier, ça crée une fréquence. Et cette fréquence-là, elle peut être vue dans le domaine fréquentiel. Donc là, à gauche, c'est temporel, c'est le temps qui se passe de gauche à droite. Mais ce graphisme-là, qui est entre à gauche et à droite ici, il peut se représenter de manière fréquentielle. Et fréquentielle, ça ressemble à ça. Ça nous fait un pic à un endroit, et ça, ici, c'est la fréquence de modification du signal ici. Si on imaginait que l'onde montait et descendait beaucoup plus vite, à ce moment-là, la fréquence serait beaucoup plus haute, et ça irait à droite. On aurait le pic ici, qui serait le même pic, mais plus à droite. Si par contre, le signal était beaucoup plus lent, à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins d'allers-retours, et on aurait le même pic ici, mais plus à gauche, plus dans les basses fréquences. Ici, c'est le 0 Hz, c'est quand il n'y a pas de fréquence du tout. Dès qu'on veut envoyer un signal radio, ça a forcément une fréquence. Même si elle est très faible, il y a forcément une fréquence. Alors, cette première fréquence-là, c'est ce qu'on appelle la fondamentale. Après quoi, on a des fréquences, des harmoniques, des fréquences harmoniques. On ne va pas rentrer dans les détails, on s'en fiche, donc on les vire. Pouf, on reste là-dessus. L'idée, c'est qu'on a notre fondamentale et on a un souci avec, c'est que visuellement, cette fréquence fondamentale, que ce signal-là, eh ben, il ressemble. Donc ça, c'est notre champ électromagnétique de base. Et quand on va envoyer notre onde, ça va ressembler à ça. Et là, ça pose un problème. Parce que cette onde qu'on envoie pour juste contrôler un missile, hein, pour aller faire exploser les ennemis, eh ben, puisque c'est ça le sujet d'ailleurs du brevet d'Eddie Lamar, eh ben, si on fait ça, on envoie un gros signal à tout le monde. Et le signal, il devient très visible. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir une communication entre un bateau de guerre et un missile, une torpille en fait, en communication radio, pour ne pas être intercepté par l'adversaire et que ça reste discret. Donc là encore, le but
c'est moins de chiffrer l'information, c'est moins de rendre l'information incompréhensible que de cacher le fait qu'on envoie une information. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On est dans les années 50, il y a la guerre froide, il y a plein de choses comme ça. Eddie Lamar a une idée. Et cette idée, c'est... je vous laisse d'ailleurs y réfléchir. Donc là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez y réfléchir vous-même en vous demandant comment faire. Donc, pour rappel, le problème, l'idée, c'est que ici, on a notre onde qu'on va envoyer. Et le problème, c'est que ça envoie un gros pic d'onde, c'est-à-dire une grosse amplitude sur une fréquence donnée. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter le problème? Donc là-dessus, il y a une première solution. Je vous laisse y réfléchir, mettez pause. Hein. Mais première solution, ça va être de rendre le pic plus large, c'est-à-dire d'utiliser plus de fréquences à avec une moins haute amplitude. Et donc là, en fait, c'est un truc qu'on utilise, qui est fréquent. Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est tout à fait possible de le faire. Mais c'est pas ce que Eddie Lamar propose. Eddie Lamar propose quelque chose de très différent. Ça va être de passer de ce signal-là, ce pic très important à une fréquence donnée, à on va voir ce qu'elle propose en fait. Ça va être donc le Frequency Hopping Spread Spectrum. Donc c'est l'étalement de spectre par saut de fréquence. Et donc c'est pas le Wi-Fi, c'est le Bluetooth. Et donc en fait l'idée c'est de passer, ça va être de créer plein de petites fréquences. Là j'en ai mis 4, mais on peut en mettre une centaine, on peut en mettre un millier si on veut. Et l'idée ça va être de parler non plus sur une grosse fréquence et de ne parler que sur celle-ci et de la saturer et que tout le monde voit qu'on parle dessus. Mais c'est de parler sur plein de fréquences différentes, un tout petit peu de temps à autre, très rapidement, passant de l'un à l'autre, et de passer des uns aux autres de manière aléatoire. Ce côté aléatoire, il est important, parce que ça fait qu'en moyenne, on parle partout de manière homogène. Donc voilà, ça règle quelques soucis. Et en plus de ça, ça règle un truc qu'on ne voulait pas forcément régler, mais qui est sympa aussi. C'est-à-dire que si un adversaire voit un bout de signal passer, il ne saura pas où voir la suite. Donc voilà, on a un système grâce à ça qui est à la fois beaucoup moins visible parce que c'est beaucoup moins ample. Là encore, plus on a de fréquences fondamentales qu'on peut utiliser, plus on peut baisser l'amplitude, plus on baisse l'amplitude lue du signal, et donc moins on est repérable. Donc avoir plein de fréquences, c'est quand même plus sympa encore. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire que ici vous avez en fait 4 fois le même signal. Le même signal, pourquoi? Parce que c'est la même amplitude, mais ce même signal, il est envoyé avec une fréquence, avec des fréquences plus ou moins grandes. Donc ici, elle est un petit peu large, ici on a une fréquence un peu plus élevée, encore plus élevée la fréquence, et puis à nouveau, fréquence un peu moins élevée. Et donc ce qu'il faut, c'est changer de fréquence de manière en permanence, et de maintenir ce changement de fréquence entre l'émetteur et le récepteur. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée de l'invention, c'est pour faire une communication entre un bateau de guerre et une torpille. Et voilà ce que Lady Amar nous dit là-dessus. Donc le contrôle de la torpille, on s'en fiche un petit peu, c'est pas l'idée de l'invention. Cependant, en fait, on a un problème, notre invention répond à ce problème-là, qui est que dans le passé, c'est compliqué de contrôler une torpille à distance par radio, parce que l'adversaire voit que on contrôle un truc à distance, on envoie des communications radio. C'est simple, il n'a qu'à juste envoyer des grosses ondes sur la même fréquence. Et pour le coup, ça fait qu'on n'arrive plus à communiquer avec la torpille. Voilà, donc globalement c'est ce que ça raconte. Et une autre chose aussi intéressante, c'est que vous voyez en fait sur ce schéma-là, on utilise plein de fréquences différentes. Et là-dessus, Eddie Lamar, elle a une vision un peu spéciale. Et c'est en gros, c'est un peu sa vision d'artiste, si j'ose le dire. Après, je pense qu'il aurait pu ne pas être artiste, il aurait pu le trouver aussi. Mais en fait, il y a cette histoire de piano. En fait, elle va
comparait dans son invention en fait au piano à mécanique, en disant, ben voilà, en fait, il suffit juste de faire comme ces pianos mécaniques où on va envoyer sur différentes fréquences. Un piano, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie un signal sur une fréquence. Et en fait, quand on joue du piano, et ben en fait, on va passer d'une fréquence à l'autre. Et en fait, on peut cacher dans ce cas notre signal dans les notes de musique. Alors, il faut pas s'y méprendre. Nous, en tant qu'être humain, on n'entend pas le son dans le domaine temporel, mais dans le domaine fréquentiel. Ça veut dire qu'on aura du mal, si on mettait un signal dans les notes de piano, on aurait du mal à le déchiffrer. Par contre, on arrive très bien à avoir toutes les fréquences du son en même temps. Et ça veut dire que quand on écoute, quand on fait du piano, c'est très facile pour nous d'entendre toutes les notes qui sont jouées. Mais dans le domaine radio, c'est très compliqué ça d'entendre toutes les notes jouées en même temps. En fait, on est obligé d'avoir un appareil qui va écouter chaque fréquence les unes après les autres et de faire un balayage en avant, en arrière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un très gros lien entre le piano qui lui a donné l'idée de cette invention-là, mais que dans la réalité, c'est très complexe en radio pour utiliser le même principe que les oreilles pour tout entendre. Et donc en fait, c'est pour ça que son invention, elle est super. C'est parce qu'elle est vraiment, elle ajoute vraiment de la sécurité au niveau des transmissions radio. Et surtout, parce que depuis cette espèce de grosse vague qu'on envoyait avant, bah finalement, en envoyant sur plein de fréquences différentes, c'est comme si on envoyait plein de petits signaux, mais qui sont beaucoup moins amples. Et quand ça va être analysé, eh ben, on pourra voir des choses peut-être. Je dis pas que c'est invisible, je dis juste que c'est beaucoup moins ample et beaucoup moins visible, et ce sera beaucoup plus difficile à analyser. Euh, il y a aussi donc l'aspect chiffrement, malgré tout, dont elle parle aussi, qui est que si jamais l'information, l'adversaire arrive quand même à détecter euh, des, des morceaux de signaux, il n'arrivera pas à avoir la suite facilement. Voilà, donc cette invention-là, c'est une invention qui est assez spécifique. Et là encore, Eddie Lamar, c'est pas que une idée, elle a fait un brevet. Et les textes que je vous ai donnés, c'est les brevets qui sont liés à l'invention. Voilà, et c'est déposé. Alors, il faut savoir un petit peu, un petit cours sur les brevets très rapide. Un brevet, c'est une méthode de protection de la propriété, donc de la propriété intellectuelle et notamment des inventions. Une invention, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un problème, il nous faut une solution réalisable et oui, juste réalisable en fait. Après, il y a d'autres contraintes un peu plus méconnues, mais voilà. En fait, là-dessus, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir une idée. Il faut une idée en fait, mais il y a pas, c'est pas l'idée qu'on brevette. Ce qu'on brevette, c'est une invention. Donc, c'est une solution technique à un problème. Le problème présenté, qui n'est pas que le seul problème sur lequel ça protège, ça va être la communication pour envoyer des informations d'un bateau de guerre à une torpille. Et voilà. Et donc, on va voir un petit peu le brevet. Ah oui, pardon. Et donc, ces brevets sont publics. Une fois qu'on protège, en fait, par le brevet, on rend le brevet public et tout le monde a accès au brevet. Par contre, personne n'a le droit d'utiliser. Tant que vous en avez la propriété, attention, la propriété d'un brevet, elle n'est pas très très longue. Elle est, je crois, de 20 ans maximum. Et il faut savoir aussi que les brevets, quand vous les déposez, il y a un moment aussi où l'armée a un droit de visu sur votre brevet avant même qu'il soit déposé. Et si c'est un brevet qui lui plaît pas, ou qui lui plaît, au contraire, eh ben, il peut dire, on le garde pour nous, et vous n'avez pas le droit de le publier. Par contre, l'armée vous paye pour ça. Voilà, donc à quoi ressemble le brevet que vous trouverez en description de Eddie Lamar? Il y a 6 pages, pardon, il y a 2 pages de dessin et 6 pages de texte. Ça, c'est les pages de dessin, la première. Là-dessus, on voit le numéro de brevet, toujours pratique.
Donc, première partie, c'est le numéro du brevet, toujours pratique pour le retrouver. Et ensuite, on a des figures. Donc les figures, ça permet de bien comprendre le système. Et là, ça paraît extrêmement compliqué. Et c'est pas simple. Mais on va essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Là encore, c'est une solution technique complète qui permet de répondre aux besoins de la communication entre un bateau et une torpille. Alors, il y a une première partie. Ici, tout ça, c'est des choses qui sont connues. C'est-à-dire que avant Eddie Lamar, c'était déjà des choses qui existaient et qui posaient pas de problème. Donc en fait, on a une première partie ici au-dessus. Donc on a les deux dispositifs. En haut, on a le dispositif d'émission et en bas, on a le dispositif de réception. En haut, globalement, ici, on a. Alors je vais passer, je crois, ici. Ici, on a deux boutons qui envoient deux signaux, le signal 100 et le signal 500. Et en bas, ici, on a un récepteur, en fait, qui va filtrer et qui va permettre donc de recevoir le signal et surtout, entre le 100 et le 500, de faire bouger un signal de telle sorte à faire bouger le gouvernail, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc vous voyez, l'idée c'est que ici on appuie sur les boutons, ça fasse bouger le gouvernail d'un côté ou de l'autre. Quand on reprend ça, je vous disais, de manière radio, tout ça c'est des choses qui étaient déjà connues. L'idée, c'est que votre signal il soit ajouté à un modulateur. Je vous disais, c'était le côté pâte à modeler pour pouvoir générer votre signal. Ce signal, il est amplifié, tant qu'à faire, pour le rendre plus grand. Et il est envoyé avec une antenne. Ça, ce symbole-là, c'est le symbole d'une antenne. Il est récupéré ici, par cette antenne-là. Et ensuite, il est à nouveau amplifié. Et après, il va être lu et filtré par deux systèmes. L'un qui va faire bouger le gouvernail d'un côté et l'autre qui va faire bouger le gouvernail de l'autre côté. Voilà. Donc, tout ça, c'était des choses qui étaient connues. L'idée de l'invention, ça va être la suite. Ça va être ça. L'idée de l'invention, c'est de dire, bah voilà, on a ici, alors ça paraît un peu bizarre, on dirait une espèce de corne. En fait, bah, c'est des fils, ou des fils, je crois que, je sais pas si c'est des fils, je sais pas si c'est mécanique ou pas, mais peu importe. L'idée, c'est que ici, vous avez une bobine avec un appareil pour pouvoir pour faire tourner et remonter la bobine. Et cette bobine va contenir un espèce de film qu'on va voir ensuite et qui va, comme une boîte à musique, configurer en appuyant dessus, des connexions à des condensateurs. Ces condensateurs, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais des condensateurs, ça va permettre entre autres de changer des choses en termes de fréquence, en termes de vitesse, et donc ça va permettre de faire varier la fréquence via un oscillateur. Après quoi, on additionne ou on multiplie cette fréquence générée par ce qu'on veut envoyer, et on peut l'envoyer. Réciproquement, pour le retour, c'est pareil. Ici, on a ce même système de bobines. Il faut que les deux bobines soient strictement identiques. Et là encore, pareil, comme une boîte à musique, ça va configurer quels sont les condensateurs qui sont à brancher pour que le sélecteur sélectionne la bonne fréquence et d'ailleurs la démodule pour pouvoir ensuite la lire. Alors, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est donc cette partie-là, les condensateurs qui permettent de générer les différentes fréquences pour pouvoir passer d'une fréquence à l'autre, en fait. C'est ça l'idée de l'invention, c'est de pouvoir passer d'une fréquence à l'autre. Et comment est-ce qu'on peut savoir quelle fréquence? Eh bien, il suffit de ce papier-là. Ce papier-là, il est décrit dans la figure sur la page suivante. Et ici, vous voyez, c'est une espèce de grande bande de papier avec des trous dessus, des bandes perforées. Et à chaque fois, on regarde à un instant donné quels sont les condensateurs qu'on branche. Il suffit juste que ce soit les mêmes condensateurs pour que la fréquence d'émission et d'écoute ce soit la même et que ça parle de manière synchronisée. Ce qu'on voit en dessous ici, c'est le système de lecture de la bande. Et ce qu'on voit en haut sur la figure 7, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut utiliser qu'est-ce qui se passe quand on veut utiliser notre système. On a notre bateau ici, on envoie sur le côté la torpille, et nous on continue dans notre coin,
Et la torpille, quand il y a les courants qui arrivent, on s'aperçoit que en fait, il faut la faire bifurquer un peu. Donc on lui fait changer sa trajectoire au fur et à mesure pour qu'il atteigne le bateau final. Ne faites pas ça chez vous, bien entendu, ou alors sur des bateaux jouets, mais ne faites pas ça sur des bateaux de guerre. Vous risquez de ne pas l'apprécier. Voilà, donc ça c'est l'invention, c'est le brevet d'invention de Eddie Lamar. Alors, quel rapport ça a avec le Wi-Fi? Je dirais quasiment aucun, ou pas plutôt, c'est de la radio quoi. En fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que la radio, ça a beaucoup évolué. Alors, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour faire de la radio plus compliquée. Elle faisait de la radio AM, amplitude modulation. Et ben, on peut en faire de d'autres manières. La modulation, c'est le principe de, on va jouer un peu la pâte à modeler avec un signal. Une manière simple de faire de la modulation, c'est d'envoyer un signal, pas en envoyer, ainsi de suite, et savoir derrière, de pouvoir dire, quand on envoie le signal, ça vaut 1, quand on n'envoie pas, ça vaut 0. Ça, c'est une méthode de modulation qui est vraiment pas terrible, mais qui existe, qui a le mérite d'exister, et c'était très basique, ça se faisait il y a très très longtemps. Il y a des choses qui sont plus complexes aujourd'hui. On a la modulation en amplitude, on l'a vu, l'idée c'est de changer l'amplitude du signal pour envoyer différents types de signaux. On a ensuite un déphasage, c'est-à-dire que le signal, on peut le décaler, et quand on le déphase, en fonction de combien est-ce qu'il est décalé dans le temps, ça peut aussi donner une indication du symbole envoyé. À chaque fois, en fait, ce qu'on envoie, c'est des symboles, on va y revenir, mais le symbole, c'est ce qui va contenir les informations en un seul, entre guillemets, un seul échantillon. Et enfin, donc là, on a vu, on peut faire en amplitude, on peut faire en phase, et on peut aussi faire en fréquence. Donc là, vous voyez, il suffit de ne pas changer beaucoup la fréquence. On peut rester dans à peu près la même fréquence pour pouvoir envoyer un signal différent. Et donc avec tout ça, on peut faire de la modulation. Et là, je vous propose de mélanger de la modulation en phase et en fréquence, sans modulation en amplitude. Et là, vous voyez, entre le premier élément et le deuxième, il y a un déphasage. Par contre, la fréquence semble être la même. L'amplitude, globalement, c'est la même. Ici, on est à nouveau déphasé par rapport à avant, on est en phase par rapport au premier. Par contre, la fréquence est différente. Et enfin, même fréquence, mais déphasage encore. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, à chaque fois, on envoie une information en phase et une information en fréquence, pas en amplitude. Et pour tout dire, l'amplitude ici, elle n'a aucun intérêt. Et donc, en fait, on peut envoyer là-dessus des signaux qui contiennent à la fois des symboles. Et les symboles contiennent à la fois la fréquence et le déphasage. Et donc là, en fait, on a créé 4 symboles différents. Avec un peu plus de doigté, en bougeant les choses un petit peu moins, on change la fréquence de manière un peu plus précise, on pourrait avoir des symboles qui contiennent beaucoup plus d'informations. Là, on en a 2 à chaque instant. On pourrait en avoir beaucoup plus, 4, 8 ou même encore beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà. Après, ça va être dans la précision de la transmission. Et tout ça, c'est de la radio. L'idée, ça va être de changer, bouger ça de manière la plus optimale possible par rapport à notre besoin. Il existe beaucoup d'autres inventions et beaucoup d'autres technologies qui sont utilisées en radio pour tout ça. Et ce qui va faire dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir bouger et moduler un petit peu ces questions de fréquence. Alors, il faut savoir que Eddie Lamar a dit oh ouais, mais attendez, mon brevet, et c'est bien normal parce que les brevets protègent une invention, mais protègent aussi toutes les inventions dérivées directement de celle-ci. Oui, bien sûr, les autres méthodes de modulation que la modulation conventionnelle que je vous ai montrée, ça inclut la modulation en fréquence et la modulation en phase, que là, moi, je vous ai montré, elles peuvent être aussi employées avec mon brevet. Donc, c'était des choses qui étaient connues. La modulation en amplitude, c'est la plus simple et la moins bonne. Mais voilà, ça existait déjà ces autres modulations. Après, je ne pense pas que Eddie Lamar était une experte spécifiquement dans les ondes radio, même si ce qu'elle dit est tout à fait juste et c'est clairement pas des bêtises. Ce qu'elle dit est très très bien. Mais voilà.
Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors, ça fait que notamment, ben, nos ondes, c'est plus forcément des pics sur une fréquence donnée, mais ça peut être aussi des choses un peu plus larges, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. En fait, en jouant avec différentes technologies, en jouant avec une modulation en fréquence. Alors, l'intérêt là-dedans, c'est de dire, bah voilà, quand on va envoyer une onde à une fréquence donnée, en fait, on ne l'envoie pas à cette fréquence donnée. Euh, Ça, c'est la bande du 2 Go 4. C'est la bande du Bluetooth, du Wi-Fi et de plein d'autres protocoles. Il faut savoir que c'est une bande qui est libre, que tout le monde peut utiliser pour son propre protocole s'il en a envie. Et c'est une bande qui est mondialement libre. Partout sur la planète, vous avez le droit d'utiliser cette bande-là. Et ça, c'est quand même super pratique quand vous faites de la radiocommunication, parce que souvent, dans les autres bandes, c'est spécifique pour certains pays. Ça, on a les soucis, par exemple, pour les bandes libres du 868, qui n'est pas libre partout sur la planète, ou des fois c'est du 915 ou d'autres fréquences. C'est aussi un problème, par exemple, pour les téléphones portables, qui ne peuvent pas utiliser les mêmes fréquences partout sur la planète pour envoyer, pour communiquer avec les téléphones, avec les réseaux téléphoniques. Donc, là, on est sur la bande du 2 Go 4. En fait, ça va entre 2 Go 4 et 2 Go 5. Alors en fait, on pourrait envoyer des signaux qui sont plus plats, c'est-à-dire avec moins d'amplitude, mais qui utilisent une plus grande largeur de bande. Alors qu'est-ce que fait le Wi-Fi là-dessus? On sait qu'on peut élargir la largeur de la bande. Je ne suis pas trop rentré dans les détails dessus, mais avec ces modulations, on va bouger un peu tout dans les sens, dans tous les sens. C'est possible de le faire. Eh bien, en fait, le Wi-Fi ne va pas prendre toute la bande de fréquence. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des morceaux de bande, mais de manière assez large. En fait, chaque bande fait à peu près 20 MHz. Dans les protocoles récents du Wi-Fi, dans les dernières versions, ça peut faire aussi 40-80 MHz et je crois aussi 160 avec du mélange en mélangeant le 2 Go 4 et le 5 Go, 5 GHz. Mais voilà, là on est sur des bandes de 20 MHz en fait, et c'est des bandes dans lesquelles en fait on va envoyer nos ondes. On envoie 4. En fait, dans la réalité des choses, il y en a 11, il y en a précisément 13. Là, je vous ai fait les arcs de cercle. Déjà, c'est pas des arcs de cercle, mais euh, théoriquement, mais je vous les ai fait un peu au pifomètre pour les positionner. En vrai, ils sont positionnés de manière très spécifique et très, très précise, très détaillée. Ce qu'on voit, c'est que ils vont un peu beaucoup les uns sur les autres. Ça peut être un peu gênant. Et ça veut dire que il y a des interférences entre les différentes fréquences du Wi-Fi. Quand vous configurez votre borne d'accès Wi-Fi, ce que généralement vous ne faites pas, mais si vous vous intéressez un petit peu à la technologie, à essayer d'optimiser votre réseau Wi-Fi, ça peut être intéressant d'y faire un tour. Et quand vous configurez votre Wi-Fi, ben, vous pouvez choisir sur quelle fréquence vous voulez émettre, c'est-à-dire sur quel channel, entre guillemets, sur quel tunnel vous voulez communiquer, sur quel tunnel de fréquence, et aussi la largeur du tunnel. Plus vous serez large, ben, plus vous pourrez envoyer d'informations et d'en recevoir facilement, mais plus vous avez des chances aussi d'avoir des interférences avec d'autres bornes Wi-Fi. Et là, on s'aperçoit que les bornes Wi-Fi, elles sont quand même beaucoup faites pour émettre toutes seules. En tout cas, de ne pas avoir beaucoup de bornes Wi-Fi aux alentours. C'est un peu un des défauts du Wi-Fi, mais le Wi-Fi a ses avantages, donc on lui pardonne. Euh, on pourrait mettre aussi des bandes de fréquences plus larges, comme ici. Là, on a une bande de 40 MHz. Et à ce moment-là, on pourrait donc émettre un peu moins fort. Mais par contre, comme vous voyez, il peut être en interférence avec plus de channels, de tunnels, de fréquences, donc il faut faire attention à ça. Faites attention quand vous configurez vos réseaux Wi-Fi aussi. Donc vous pouvez configurer de manière statique la bande que vous voulez utiliser. Attention à deux choses là-dessus. La première des choses, c'est que c'est intéressant de faire une analyse autour pour savoir quelle est la meilleure bande à utiliser au niveau de votre borne Wi-Fi. Mais c'est aussi intéressant de le faire à l'endroit où vous voulez recevoir le Wi-Fi, à l'endroit où vous voulez recevoir le signal. Parce que ça peut changer. Et
la communication Wi-Fi, elle est bidirectionnelle. Donc savoir ce qui se passe au niveau d'un des éléments, c'est bien. Mais savoir ce qui se passe au niveau de l'autre élément, c'est aussi intéressant. Donc attention bien à bien faire ça quand vous configurez votre borne Wi-Fi de manière un peu détaillée. Euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon. Quand on configure sa borne Wi-Fi, sinon on peut aussi la configurer de manière automatique, c'est-à-dire qu'il va aller à la fréquence qui est la moins utilisée pour avoir le moins d'interférences possible. Alors ça, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut aussi bien savoir que ça se fait au démarrage de votre box ou au démarrage du réseau Wi-Fi. Ça prend un petit peu de temps, il faut faire une petite analyse et après, il va utiliser la bande qui semble la plus adaptée. Par contre, après, ça devient statique, ça ne bouge pas, ça reste sur la même fréquence. Donc voilà, ça c'est un peu le fonctionnement fondamental du Wi-Fi, hein. Donc voilà. Et quand on regarde ça, en fait, pour voir ça de manière un peu plus réaliste, vous avez une appli qui existe, qui s'appelle Wi-Fi Analyzer. Il y en a plusieurs qui existent, mais c'en est une que vous pouvez trouver sur le store Android facilement. Et là-dessus, vous voyez une analyse de vos réseaux Wi-Fi aux alentours. Donc là, on voit qu'il y en a deux. Il y a le réseau S ici, le réseau jaune et le réseau rouge qui sont sur le même canal, le même canal 1, pile poil dessus. Après, il y en a d'autres qui émettent. Là, ce qu'on voit, c'est pas là où ils sont présents, c'est pas la puissance, c'est la puissance d'émission qu'on reçoit de leur part. Donc ça veut dire que plus on est loin, plus ils seront faibles, plus on est proche, plus ils seront élevés. Mais voilà, s'il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de communication Wi-Fi, ça peut baisser aussi. C'est pas forcément un reflet de toute réalité. Donc, euh, donc voilà, ça c'est à peu près ce à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà. Oui, et donc voilà. Et donc, faut vraiment voir le côté statique de ces réseaux-là, de ces fréquences. Mais ça pourrait être intéressant de dire, ben voilà, on saute, on va de la channel 1, channel 4 à channel 9, et ainsi de suite, pour être à chaque fois là où c'est le moins utilisé. Alors c'est possible, mais ça voudrait dire qu'à chaque instant, il faut analyser l'ensemble du réseau, savoir où aller. C'est pas tout à fait évident. Ou alors, il faudrait le faire de manière aléatoire, et ça, c'est ce qu'a proposé Eddie Lamar. Ouais, mais c'est pas utilisé. C'est pas utilisé dans notre cas. Par contre, c'est utilisé dans un autre cas, ce qui est le Bluetooth. Le Bluetooth utilise aussi les fréquences du 2 Go 4 au 2 Go 5. Et donc là-dessus, en fait, le Bluetooth est capable de changer, de sauter d'une fréquence à l'autre. Et ainsi de suite. Et vous voyez, à chaque fois, ça saute d'un endroit de manière aléatoire. Euh, alors ça, et c'est juste qu'il faut savoir que le Bluetooth, pour le coup, il n'y a pas 11 ou 13 channels, il y en a 40 pour le low energy, qui ont des bandes passantes qui ont des bandes, pardon, des largeurs de bande de 2 MHz. Et le Bluetooth classique, lui, c'est 80 channels de 1 MHz. Voilà. Donc il n'y a pas de raison, comme ce sont des protocoles qui sont assez différents, il n'y a pas de raison que ce soit les mêmes bandes. Le Bluetooth Low Energy, c'est assez éloigné en fait du Bluetooth original et ça a permis de pas mal optimiser les choses aussi. Alors, on va essayer de comparer un petit peu le Bluetooth et le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il faut imaginer que c'est un peu un mastodon, hein. C'est une grosse, c'est un truc, c'était pour les ordinateurs à la base. Un routeur, c'est un petit ordinateur, ça demande des grosses puissances de calcul. Ça demande des grosses puissances de calcul, faire passer beaucoup de données, c'est quelque chose qui est très lourd, ça consomme beaucoup. Ça a une grosse puissance d'émission aussi. Ça doit permettre d'émettre partout dans la maison, ça doit permettre d'émettre loin. C'est beaucoup de données avec des grosses puissances. Ça émet des gros paquets parce qu'on veut émettre et recevoir des grosses informations, des gros paquets d'informations, des gros textes, des grosses images, des grosses vidéos. Ça a aussi des grosses clés, mais par contre, ce sont des clés qui sont collectives. Faites attention, la clé est commune à tout le réseau. C'est la clé Wi-Fi, Web ou WPA, ou enfin, ce que vous voulez. Ce sont vos clés. C'est une clé qui permet de déchiffrer tout le réseau sur lequel vous êtes connecté. Ça permet d'avoir des assez gros réseaux. Le Wi-Fi, généralement, on peut connecter une dizaine d'appareils en Wi-Fi sans trop de soucis. Au-dessus d'une cinquantaine, c'est plus gênant, mais il y a des appareils qui permettent. Et là encore, pour des réseaux d'entreprise, d'école ou dans des conditions particulières, on peut faire des réseaux de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'appareils. Donc voilà, c'est le Wi-Fi, c'est gros.
Il y a peu de réseaux Wi-Fi au mètre carré. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à retenir. C'est-à-dire que globalement, vous faites un réseau Wi-Fi chez vous, dans votre établissement ou autre. Vous pouvez avoir plusieurs bornes Wi-Fi, mais dans l'idée, c'est des éloignés. Euh, Avec tout ça, on a une modulation statique, c'est-à-dire que chaque système se met en marche de manière indépendante et, pardon, et donc créer son système statique en disant moi, j'utiliserai telle fréquence et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà, on a un système qui est assez simple, mais qui est assez lourd et qui permet de faire des choses assez grosses. L'idée, c'est de faire un peu comme des gros camions sur une grosse autoroute. Voilà. Le, le Bluetooth, c'est pas du tout pareil. On est dans un contexte qui est très différent. Le Bluetooth, c'est sur des appareils qui ont des faibles puissances de calcul, qui ont des faibles communications, qui ont des faibles puissances d'émission, parce qu'ils ont aussi des faibles capacités en termes d'énergie. Le Bluetooth, ça va être utilisé pour des wearables, donc des objets qu'on peut porter sur nous, comme des écouteurs, comme une montre connectée, on peut imaginer plein de choses, un pacemaker. On peut faire plein de choses avec le Bluetooth. Il faut faire attention avec, cependant, pour la question de sécurité aussi. Mais justement, ça montre que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des contraintes de batterie qui sont importantes. Les paquets, c'est ce qu'on appelle les paquets, hein, donc ce sont les informations unitaires qu'on envoie en Bluetooth. C'est des paquets qui sont beaucoup plus petits qu'en Wi-Fi. Généralement, on a besoin d'envoyer moins de données. On ne va pas envoyer de la vidéo en Wi-Fi. On ne va pas transférer des gros fichiers. Ou si on le fait lentement. C'est comme ça, c'est intrinsèque au Bluetooth. La communication en Bluetooth, elle permet de faire de la communication des communications, en fait, elles s'établissent de manière individuelle entre deux appareils, euh, entre le maître Jedi et son padawan. Voilà, c'est une liaison directe. Ils ont une communication, un chiffrement lié, et c'est 2 à 2. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes en termes de sécurité. On y reviendra après. Il y a beaucoup de connexions de Bluetooth au mètre carré. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux d'objets Bluetooth, ils sont assez denses. Vous pouvez avoir, pour un ordinateur, vous pouvez avoir votre téléphone portable à côté, vous pouvez avoir votre souris Bluetooth, votre clavier, la montre, le machin. Et ça, pareil pour tous vos voisins et pour toutes les personnes aux alentours ou celles qui passent dans la rue. Voilà, il y a énormément de choses, d'appareils Bluetooth qui sont un peu partout. Il faut que ça fonctionne de manière fiable, comme ça. C'est fait pour. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose que le Wi-Fi, où c'est une borne Wi-Fi tous les kilomètres, non, mais dans chaque maison. Alors que du Bluetooth, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de connexions dans tous les sens. Et on a une modulation dynamique, la modulation de fréquence dynamique. Et en fait, cette modulation de fréquence dynamique, j'avais mis des flèches, mais en fait, il y en a beaucoup plus de flèches. La modulation de fréquence dynamique, elle va permettre de gérer beaucoup de connexions Bluetooth. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de regarder quelles sont les fréquences disponibles. Non, on balance des paquets sur toutes les fréquences et de manière aléatoire, les unes après les autres, et il y a peu de chances de collision. Il y a une chance statistique de collision, mais en moyenne, ça reste des chances assez faibles. Plus vous avez d'objets, plus les chances sont élevées, mais voilà, c'est quand même très pratique pour ça. La modulation dynamique, et là pour le coup, cette modulation dynamique, je ne vous ai pas dit, mais ça, c'est invention de Eddie Lamar. C'est ça qu'elle a inventé. C'est de dire, on passe d'un son, on fait des sauts de fréquence, on passe d'une fréquence à l'autre. Ce que n'a pas le Wi-Fi. Ça permet de faire donc ça permet de faire des clés individuelles dans nos connexions point à point. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, parce qu'en fait, cette clé d'origine, elle va permettre, entre autres, de pouvoir savoir en fait le chemin de saut de fréquence pour maintenir la connexion active, c'est-à-dire que il faut une synchronicité entre ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit, à savoir à quelle fréquence on envoie et à quelle fréquence on reçoit. Voilà, c'est quelque chose de très, très important. Et donc ça, il faut savoir que en fait, cet ordre de saut de fréquence, donc il est pseudo-aléatoire, mais il n'est pas vraiment, il est fait à partir d'une clé.
cette clé elle est transmise au moment de la connexion. Alors, il y a différents types de connexions en Bluetooth. Le système le plus simple, c'est juste une simple connexion entre les deux. Et cette connexion va mettre en place une clé aléatoire qui va générer ce chemin pseudo-aléatoire de fréquence à fréquence. Et ça fait que pour hacker du Bluetooth, le plus simple, c'est d'écouter le Bluetooth, mais d'écouter ce qui se passe au moment de l'appairage. Et si vous avez ce moment-là, vous avez ce rythme de changement de clé et vous pouvez vous y adapter. C'est pas évident, mais ça se fait. Si par contre vous n'avez pas le démarrage, pour le coup, bah, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de reprendre la connexion en cours de route. Alors je dis impossible, en fait ça l'est pas. C'est possible de le faire. Par contre, il faut des équipements qui soient très performants et très imposants. Parce que pour le coup, il faut écouter tous les channels, les canaux d'émission de Bluetooth en parallèle en même temps. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, le Bluetooth, c'est beaucoup plus sécurisé que le Wi-Fi par défaut. Euh, le, cette modulation dynamique, donc elle permet elle est améliorée d'autant plus par les petits paquets. J'ai oublié de lui mettre une flèche, mais en fait, les petits paquets, ça correspond bien à la modulation dynamique. Pourquoi? Parce que si vous voulez protéger vos informations, si vous envoyez un gros paquet et qu'il arrive à être déchiffré, eh ben, c'est gênant parce que ce gros paquet contient beaucoup d'informations. Si ce sont des petits paquets, ça contient à ce moment-là peu d'informations. Et donc, si une personne arrive à l'intercepter, arrive à le déchiffrer, il aura peu d'informations. Faible puissance d'émission. Pareil, la modulation dynamique permet d'éviter les collisions et permet d'éviter de manière générale de dire celui qu'on entend, c'est celui qui parle le plus fort. Et si on n'a pas besoin de parler le plus fort, à ce moment-là, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie dessus. Enfin, on a la faible puissance de calcul. La modulation dynamique, c'est quelque chose, c'est un moyen de protection qui est très compatible avec des basses consommations parce que c'est très simple à mettre en place. Il suffit juste de suivre un chemin prédéterminé. Ça demande très peu de puissance de calcul. Donc c'est super cool. Et donc en fait, je vous ai dit, le Wi-Fi, le Wi-Fi n'utilise pas la modulation, le saut de fréquence. Alors, c'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi, en fait, il est utilisé, le Wi-Fi utilise ce saut de fréquence. Donc, ma mauvaise foi, oui, c'est vrai, je suis une mauvaise foi, mais c'est une mauvaise foi que je trouve quand même assez limitée, hein, parce que, effectivement, la première version du Wi-Fi, la version, donc le 802.11, c'est le nom de la norme, il utilisait du FHSS, donc le saut de fréquence, mais ils auraient très largement pu faire 100, et d'ailleurs ils l'ont fait, c'est-à-dire que c'est que la première version du Wi-Fi qui utilise ce saut de fréquence. Pourquoi, comment, j'en ai pas la moindre idée, et je vous avoue que je m'en fiche complètement, parce que depuis, ils l'ont jamais réutilisé. Ça a duré entre 1997 et 1999. On est au niveau du rétro gaming dans ces années-là. Ça a été très vite remplacé en 99 par du 802.11b, qui était beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant, en fait, qui était beaucoup plus logique. Et le 802.11b a été la base de toutes les communications Wi-Fi qui ont pu suivre. Entre 97 et 99, il faut aussi se remettre un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que les appareils sans fil dans les maisons, ou même dans les entreprises, hein, c'était très rare. Tout était avec des fils. La première manette de console de jeu sans fil, c'est la Wavebird, elle date de 2002. Avant, toutes les consoles de jeu avaient des fils. C'était filaire. Il y avait des questions de coût, forcément, alors que le câble, ça coûte cher, mais à la fois, les modules radio, ça coûtait cher aussi. Et le principe des consoles, c'était d'être, si possible, peu cher. Mais reste que voilà, ça a duré très très longtemps en fait, le fait d'être avec des câbles dans tous les sens. Et même ça, c'était les premières à ne pas l'avoir. Et on peut regarder aussi ce côté Internet, parce qu'en fait,
Internet a été démocratisé avec Windows 98, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, le SP2, Service Pack 2. Mais globalement, c'est avant les années 2000, mais c'est entre 98 et 2000. Donc le Wi-Fi qui est entre 97 et 99, le Wi-Fi original, personne ne l'a utilisé. Et je peux vous le dire que personne ne l'a utilisé parce qu'on a commencé à utiliser le Wi-Fi avec les box Internet. Quand les fournisseurs d'accès Internet ont dit au fait, il y a un truc qui est génial, c'est le Internet sans fil. Trop bien. Et donc on avait par exemple Free. Free, c'est le premier opérateur à avoir proposé Internet sans fil, le fameux Wi-Fi. Et donc la première box Internet avec le Wi-Fi, c'est la Freebox V3, qui date de 2003, qui est en 802.11b. Donc c'est quand même 4 ans après le début de la norme du 802.11b. Donc ils avaient quand même le temps de la prendre celle-ci. Là, la première norme, c'était déjà de l'antiquité pour l'époque. Et ce Wi-Fi, il était en option. C'était un dongle via une carte électronique à insérer. Voilà, c'est un supplément. Autrement dit, oui, il existe du Wi-Fi. Il existe du Wi-Fi qui a utilisé le saut de fréquence. C'est vrai. Mais ce Wi-Fi n'a jamais été utilisé dans le monde réel. Voilà. Il a été utilisé certainement dans quelques entreprises, mais c'était extrêmement limité. Et donc on peut clairement pas dire que le Wi-Fi dépend de l'invention de Eddie Lamar, ce qui se disait au début. Un des articles disait que oui, Eddie Lamar a fait un des systèmes fondateurs du Wi-Fi. Non, pas du tout. Non, non. Elle a fait un truc effectivement qui se trouve dans un brouillon du Wi-Fi et qui est plus du tout utilisé aujourd'hui. Et là encore, l'article daté de 2024. C'est pas fondateur et voilà, ça y est plus du tout aujourd'hui. C'est plus du tout présent dans le Wi-Fi aujourd'hui. Donc voilà, je suis de mauvaise foi, c'est vrai. Mais bon, après tout, je pense que j'ai quand même raison. Je suis de mauvaise foi aussi, mais le FHS, donc le saut de fréquence, est clairement une idée géniale. Très largement utilisée dans la radio, dans les communications radio de manière générale. Et c'est pas la seule idée géniale qu'on a dans la radio, mais elle fait clairement partie des idées géniales qui ont permis d'avoir des connexions radio fiables. Elle est utilisée dans de nombreuses communications contraintes et elle est aussi utilisée dans toutes les industries, que ce soit dans le militaire, le spatial, le médical, dans l'industriel de manière générale ou dans le grand public en fait. Tout le monde utilise des appareils qui utilisent ce changement de fréquence aujourd'hui. En fait, le côté militaire d'origine de l'invention, il a complètement été oublié. Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages avec ce système, avec cette invention, il y a plein d'avantages. Et je ne suis pas sûr que Eddie Lamar avait idée, conscience de ça. Mais peut-être pas. Mais on s'en fiche. C'est une invention géniale. Et je ne remettrai jamais ça en cause. Moi, tout ce que je dis, c'est que le Wi-Fi, il ne faut pas abuser non plus. C'est pas le Wi-Fi c'est pas elle qui a inventé le Wi-Fi. Dans le Wi-Fi, il n'y a plus du tout cette technologie-là. On peut clairement pas critiquer négativement l'invention de Lady Hamar ou en parler de manière négative. C'est génial ce qu'elle a fait. C'est juste que c'est pas du Wi-Fi. Alors, quelques images pour illustrer un petit peu la différence entre le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est que le Wi-Fi, c'est le gros truc vachement lourd qui prend un peu tout le passage et, pour le coup, qui marche un petit peu sur toutes les petites connexions Bluetooth qui sont un peu partout. Parce que du Bluetooth, on a beaucoup plus d'appareils Bluetooth que d'appareils Wi-Fi, je vous ai déjà dit. Donc voilà, le Wi-Fi, ça va sauter dans tous les sens, ça va bouger dans tous les sens, et même si on a nos gros pachydermes qui ont leurs emplacements, en allant un peu partout de manière aléatoire, on est sûr d'avoir tout qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc ça, c'est une image qui représente un petit peu le Bluetooth et le Wi-Fi. Merci Lia d'avoir ajouté des souris volantes. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais bon, écoutez, voilà, c'est Lia. L'IA, elle m'a aussi aidé à générer elle m'a aussi généré cette image. Donc, en fait, c'est un peu le avant-après. Avant Eddie Lamar, on avait les militaires avec leurs
leurs gros clairons de radiofréquence, qui font beaucoup de bruit, qui sont très sonores, même en radio, et voilà, qui portent loin, à qui c'est bien. Mais le problème, c'est que bah, tout le monde est au courant de ce qui se passe, en fait. C'est un peu bourrin. Et là-dessus, il y a Eddie Lamar qui a jamais fait de harpe de sa vie, j'imagine. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais voilà, merci Lia d'avoir généré ça. Mais je trouve que c'est un peu plus parlant que le piano, parce que voilà, il y a ce côté, ben voilà, poésie. Et si on parlait avec différentes fréquences, de manière plus douce, au final, le message y passerait quand même. Et finalement, c'est ça qu'elle a créé. Et ça, bah, c'est utilisé dans le domaine militaire, mais c'est aussi utilisé dans la vie courante, en fait. Aujourd'hui, du Bluetooth, il y en a beaucoup plus d'appareils, ça parle dans tous les sens, et ce côté, saut de fréquence, ça permet de dire on se déplace en permanence et on arrive tout le temps à ce que ça fonctionne. Alors des fois, il y a des collisions, mais ça pose pas de problème. Là, l'adulte avec sa cloche, c'est le Wi-Fi qui, des fois, parle un peu trop fort, un peu plus fort que les autres, et qui écrase un peu tout ça. Et donc les enfants, on les entend plus à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est pas important, parce qu'après les enfants, ils continuent à parler et ça se passe très bien. Voilà, et là-dessus, voilà, il y a un côté, voilà, il y a une différence fondamentale entre le Bluetooth et le Wi-Fi, les manières de communiquer et l'usage et l'intérêt réel de ce que Eddie Lamar a inventé. Voilà, et une petite dernière image, donc là encore, une œuvre un petit peu abstraite qui représente, en fait, en temporel, de gauche à droite, en bleu, les grosses trames Wi-Fi, les grosses rames Wi-Fi qui prennent beaucoup de place, qui prennent beaucoup de largeur de bande et qui parlent très fort et qui sont très longues et qui prennent beaucoup de temps. Et en jaune et orange, on a deux appareils. On en a un qui est jaune, l'autre qui est orange, qui parle en Bluetooth et qui envoie des petites trames Bluetooth comme ça un peu partout. Et au fur et à mesure du temps. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de collisions. Il peut y avoir des collisions entre le Bluetooth et le Wi-Fi, comme on a ici. Ici, on a une collision. On peut aussi avoir des collisions entre deux appareils Bluetooth, ou on peut avoir une collision entre les trois. Voilà, c'est aléatoire. Mais là encore, la majorité des trames Bluetooth passent parfaitement bien, et la majorité Par contre, la majorité des trames Wi-Fi ont du mal à passer, dans le sens que ben, elles sont gênées par les trams Bluetooth, mais d'un autre côté, comme c'est le Wi-Fi qui parle le plus fort, les trams passeront quand même. Mais elles sont toutes gênées. Et avec une version statique, en fait, ça fait qu'on est quasiment sûr d'être gêné tout le temps. Donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, ça représente à peu près cette histoire de tram, de Bluetooth et de Wi-Fi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de sécurité. Là encore, ben, en termes, s'il y a quelqu'un qui a analysé ça, il verrait pas les couleurs que je vous ai mises. Donc il verrait tout en noir et blanc. Et il verrait ça. Et là-dessus, on peut repérer deux choses. On peut repérer qu'il y a plein de petits paquets. Et on peut repérer qu'il y a quelques gros paquets réguliers. Les gros paquets réguliers, on peut voir assez facilement que ben, ils sont réguliers, ils sont gros, et donc on peut supposer que c'est la même chose qui parle en permanence. Donc c'est assez facile à attaquer. Par contre, les petits paquets gris, ben, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas où est le suivant, en fait. Il n'y a pas de prédictibilité dessus. Et surtout, là, je vous ai mis que deux appareils. Mais comme vous avez un paquet, vous ne savez pas si c'est une trame qui vous intéresse ou non. Donc là encore, en termes de sécurité, c'est pas mal du tout. Parce que quand vous analysez le réseau et que vous essayez de récupérer, vous ne savez pas si ce que vous voyez, ben, c'est ce que vous voulez lire ou pas. Vous ne savez pas si c'est ce que vous voulez pirater ou pas. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc en conclusion, ben, franchement, je suis super heureux déjà d'avoir fait cette vidéo parce que l'idée, le concept et la réalisation, la mise en pratique et tout ce que ça permet derrière, l'invention de Eddie Lamar, c'est juste incroyable. C'est juste absolument génial. Le fait que ce soit une femme, ben, ça fait qu'on en parle,
mais dans le fond, il y a pas besoin. On pourrait en parler juste parce que c'était une super idée à un moment donné où bah, c'était quand même un peu utile à ce moment-là. Et voilà, parce que c'était une personne qui semble, voilà, qu'on aurait bien aimé rencontrer en fait, avec qui on aurait bien aimé prendre le thé, discuter et avoir de la créativité aussi. Mais voilà, juste, je trouve que c'est très irrespectueux pour son travail par rapport à ses idées, par rapport à tout ça, en fait, par rapport à ce qui était fait, de dire que ce qu'elle a fait, c'est le Wi-Fi, parce que c'est complètement faux. Et parce que, ben, en fait, dire que ce qu'elle a fait, c'est un système de saut de fréquence qui permet d'augmenter la robustesse des signaux radio de manière générale, qui est utilisé dans quasiment tous les protocoles, et entre autres dans le grand public, dans le Bluetooth, c'est déjà génial, suffisant, et il n'y a pas besoin d'essayer d'inventer des choses, en fait. Et je trouve ça dommage d'inventer, de créer des fausses rumeurs, et puis le jour où on se rend compte que c'est faux, on tombe un peu des nues en disant, ben non, mais tout le monde l'a dit que... Ben non, mais c'est... Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, et voilà, et vous donnera une nouvelle vision. Et vous donnera une nouvelle vision, et vous permettra d'apprécier encore plus Eddie Lamar et ses travaux. Bonne journée à tous!